Bien avant les fusées, bien avant la science-fiction telle que nous la connaissons, des penseurs ont commencé à se demander si l'humanité était réellement destinée à rester sur Terre. À la fin du XIXe siècle, en Russie, une idée radicale émerge. Le progrès scientifique ne doit pas seulement améliorer la vie humaine, il doit redéfinir sa place dans l'univers. Cette idée porte un nom, le cosmisme. Hello Nixonautes, bienvenue sur ma chaîne pour cette Nixception, une exploration d'un concept cher à la science-fiction. Le sujet est dense et c'est donc une vidéo sérieuse. Si je craque pas d'ici la fin du tournage, ça on verra. Nikolai Fyodorov, ou Nicolas Fedorov, naît en 1829 et meurt en 1903. Il n'est ni ingénieur ni scientifique au sens moderne du terme. Il travaille comme bibliothécaire, notamment à Moscou, et consacre l'essentiel de sa vie à l'étude et à l'écriture. Fyodorov écrit beaucoup, il publie, mais le fait le plus souvent sans signer ou dans des cercles restreints. Ce choix n'est pas anodin, il refuse la mise en avant de l'individu et considère que le savoir doit être collectif. Ce refus de la reconnaissance personnelle explique en partie pourquoi son nom est longtemps resté méconnu, malgré l'influence réelle de ses idées. Au centre de la pensée de Fyodorov se trouve ce qu'il appelle la tâche commune. Selon lui, l'humanité ne peut pas se contenter de progresser matériellement, tout en laissant subsister l'injustice fondamentale de la mort. La disparition des générations passées est à ses yeux un problème moral qui doit être affronté collectivement. Fyodorov envisage donc de manière très sérieuse une résurrection future des morts, rendue possible non par un miracle religieux, mais par les sciences et les techniques à venir. Il ne s'agit pas d'un projet immédiat, ni d'un programme scientifique détaillé, mais d'un horizon philosophique. La science, dans son développement ultime, devra viser la restauration de l'humanité dans son ensemble. Cette idée entraîne une conséquence logique. Si l'humanité parvient un jour à abolir la mort et à ramener la vie des générations passées, alors la Terre ne pourra plus suffire. C'est ainsi que le cosmos, soit l'univers vu comme un tout cohérent et organisé par opposition au chaos, entre dans la réflexion de Fyodorov. L'espace n'est pas pour lui un territoire à conquérir, mais un espace à habiter, rendu nécessaire par l'extension de l'humanité elle-même. L'expansion cosmique devient alors une perspective à long terme, inscrite dans un projet global de transformation humaine. Fyodorov n'a pas fondé d'école officielle, il n'a pas dirigé de mouvements structurés, mais ses idées circulent notamment parmi des scientifiques et penseurs russes de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Parmi eux figure Konstantin Tsiolkovsky, futur théoricien de l'astronautique qui reconnaîtra l'importance des réflexions cosmistes dans sa propre vision du futur humain. Après la mort de Fyodorov, ses écrits sont rassemblés et publiés sous le titre « La philosophie de la tâche commune », donnant enfin une forme cohérente à une pensée qui avait longtemps circulé de manière fragmentaire. Aujourd'hui, le cosmisme russe est étudié comme un courant à part entière, à la croisée de la philosophie, de la science et de la pensée utopique. Ces thèmes sont l'immortalité, la transformation de l'humain, l'expansion dans le cosmos, la responsabilité morale du progrès scientifique et résonnent fortement avec ceux de la science-fiction moderne. Ce n'est pas que la science-fiction s'inspire directement de Fyodorov, mais qu'elle explore, à sa manière, les mêmes questions fondamentales, parfois formulées un siècle plus tôt par les cosmistes. Lorsque l'on parle de cosmisme, Nikolai Fyodorov en est à l'origine philosophique, mais c'est avec Konstantin Tsiolkovsky que cette pensée commence à quitter le domaine de la spéculation pour entrer dans celui de la science. Tsiolkovsky naît en 1857. Il grandit dans un contexte modeste et perd très jeune de l'audition à la suite d'une maladie, la scarlatine, l'ayant laissé avec une surdité partielle. Cet isolement le coupe en partie de l'enseignement traditionnel. C'est sa mère qui lui apprend notamment à lire. Il est expulsé du lycée à l'âge de 14 ans et devient autodidacte. Il utilise des livres de la bibliothèque de son père pour apprendre les mathématiques par lui-même. Face à cette soif d'apprendre, son père l'envoie étudier à Moscou. Il étudie pendant 3 années dans les bibliothèques de Moscou.
C'est dans ce cadre qu'il entre en contact avec les idées de Fiodorov et fait sa rencontre. Il ne s'agit pas d'une relation de disciple au sens strict, mais d'une influence intellectuelle décisive que Tsiolkovsky reconnaîtra lui-même. Tsiolkovsky partage avec Fiodorov une conviction centrale. L'humanité n'est pas destinée à rester éternellement confinée à la Terre. Mais là où Fiodorov formule un projet moral et philosophique, Tsiolkovsky cherche à comprendre comment cette expansion pourrait être rendue possible physiquement. Il considère l'exploration spatiale non comme une curiosité scientifique, mais comme une étape naturelle du développement humain à long terme. C'est dans ce contexte qu'il écrit cette phrase devenue célèbre « La Terre est le berceau de l'humanité, mais on ne reste pas éternellement dans un berceau ». Je vois bien rester dans un berceau toute sa vie. Je vois bien la taille des berceaux adultes. Ça pourrait être mignon en même temps. Cette formule n'est pas une provocation littéraire. Elle résume une position profondément ancrée dans la pensée cosmiste, à savoir que le progrès scientifique doit accompagner l'évolution de l'humanité vers de nouveaux environnements. Contrairement à Fiodorov, Tsiolkovsky est un homme de calcul. Il s'intéresse très tôt à la physique, à la mécanique et à l'aérodynamique. À la fin du XIXe siècle, il pose les bases théoriques de l'astronautique moderne. Il démontre que le seul moyen réaliste de quitter l'atmosphère terrestre est la propulsion par réaction. Il établit l'équation reliant la vitesse d'une fusée à la masse de son carburant. Il propose le principe des fusées à étages, il imagine des stations orbitales et des habitants spatiaux, mais aussi le concept d'ascenseur spatial. Ses travaux sont publiés dans des revues scientifiques, souvent avec peu d'écho à l'époque. Ils ne relèvent pas de la science-fiction, mais sont formulés dans le langage rigoureux des mathématiques et de la physique. Il est important de le souligner, Tsiolkovsky n'est pas seulement un technicien. Sa vision de l'espace est profondément marquée par le cosmisme. Il imagine une humanité progressivement transformée par son environnement spatial, des sociétés vivant en orbite ou sur d'autres corps célestes, et une évolution biologique et culturelle liée à la vie hors de la Terre. Chez lui, la science ne se limite pas à résoudre des problèmes techniques. Elle s'inscrit dans une vision globale du futur humain, héritée directement de Fiodorov, mais reformulée dans un langage scientifique. Même si Tsiolkovsky ne se définit pas comme un auteur de science-fiction, il écrit aussi des textes spéculatifs, décrivant des civilisations spatiales, des stations orbitales habitées, des formes de vie adaptées à l'espace. Ses écrits se situent à la frontière entre science, philosophie et anticipation. Ils influenceront durablement l'imaginaire scientifique russe, puis soviétique, et prépareront le terrain à une science-fiction où l'espace est envisagé comme un milieu de vie, non comme une simple frontière à franchir. De son vivant, Tsiolkovsky reste relativement marginal. Il travaille à Kalouga, capitale provinciale, enseigne, publie, mais n'est pas immédiatement reconnu. Ce n'est qu'au XXe siècle, avec le développement réel des programmes spatiaux, que ses travaux sont pleinement compris et valorisés. L'Union soviétique fera de lui une figure majeure de son héritage scientifique, parfois en simplifiant ou en idéalisant sa pensée. Mais derrière cette récupération politique demeure un fait incontestable qui est que sans Tsiolkovsky, l'astronautique moderne n'aurait pas pris la forme que nous lui connaissons. Avec Tsiolkovsky, le cosmisme change de statut. Il n'est plus seulement une réflexion philosophique ou une utopie morale. Il devient un programme scientifique crédible, un horizon technique et une base concrète pour penser l'expansion humaine dans l'espace. C'est à partir de là que le cosmisme va se diffuser, se transformer et influencer d'autres penseurs comme Vernadsky ou Bogdanov, la culture scientifique soviétique et indirectement une large part de la science-fiction du XXe siècle. Avec Nikolai Fiodorov, le cosmisme apparaît comme une pensée singulière, presque marginale. Avec Konstantin Tsiolkovsky, il trouve une traduction scientifique concrète. Au tournant du XXe siècle, certaines de ces pensées commencent à circuler plus largement, non pas comme un mouvement structuré ou une doctrine unifiée, mais comme un ensemble de questionnements partagés par les scientifiques et des penseurs russes issus de disciplines différentes.
Le cosmisme devient alors moins une philosophie unique qu'un horizon intellectuel dans lequel plusieurs figures vont inscrire leurs travaux, parfois sans se revendiquer explicitement du cosmisme lui-même. Vladimir Vernadsky est avant tout un scientifique, géochimiste, minéralogiste et penseur des systèmes terrestres. Son apport fondamental n'est pas spéculatif, mais empirique. Il développe le concept de biosphère qu'il définit comme l'ensemble des organismes vivants et de leurs interactions avec la matière terrestre. Pour Vernadsky, la vie n'est pas un phénomène superficiel, elle est une force géologique capable de transformer durablement la planète. À partir de ce constat, il observe un phénomène nouveau qui est que l'activité humaine, par la science, l'industrie et la technique, modifie les équilibres de la biosphère à une échelle inédite. C'est en ce sens qu'il affirme que l'humanité est devenue une force géologique à part entière. Vernadsky apporte aussi le terme de noosphère, mais le terme de noosphère n'est pas inventé par Vernadsky. Il est formulé dans les années 1920 par Édouard Leroy et Pierre Teilhard de Chardin, dans un cadre philosophique et spirituel. Vernadsky reprend ce terme, mais en lui donnant un sens radicalement différent. Chez lui, la noosphère ne désigne ni une conscience cosmique, ni une finalité spirituelle de l'évolution. Elle correspond à un état de la biosphère dans lequel l'activité intellectuelle humaine, organisée et techniquement outillée, devient un facteur déterminant des transformations planétaires. Il s'agit donc d'un concept naturaliste, non théologique et ancré dans l'observation scientifique. Cette distinction est essentielle. Vernadsky ne propose pas une mystique du cosmos, mais une analyse rigoureuse du rôle nouveau de l'humanité dans l'histoire de la Terre. Vernadsky n'est pas un disciple de Fiodorov au sens strict. Il ne partage ni son projet de résurrection des morts, ni sa vision métaphysique, mais il s'inscrit de fait dans une problématique cosmiste élargie, celle qui consiste à penser l'humanité à des échelles de temps et d'espace inhabituelles et à considérer la science comme un facteur de transformation globale. En ce sens, Vernadsky contribue à déplacer le cosmisme du projet moral individuel vers une pensée systémique du vivant, de la planète et, indirectement, du cosmos. À côté de Vernadsky, Alexandre Bogdanov représente une autre facette du cosmisme élargi. Médecin, philosophe, économiste, écrivain et révolutionnaire, multicasquette le gars. Bogdanov s'intéresse aux principes d'organisation communs aux systèmes biologiques, sociaux et techniques. Il développe la technologie, souvent considérée comme une préfiguration de la théorie des systèmes de la cybernétique. Son intérêt pour le cosmos n'est pas astronomique, mais structurel. Comment une société humaine pourrait-elle s'organiser rationnellement à long terme, y compris dans des environnements nouveaux ? Son roman « L'étoile rouge » s'inscrit dans cette logique. Avant d'être une œuvre de science-fiction au sens moderne, c'est une utopie scientifique qui utilise Mars comme un espace de projection pour penser une société collectivisée, une science au service du bien commun et une humanité transformée par ses propres structures. Alexandre Tchijevski, Tchijevski. Enfin, avec Alexandre Tchijevski, yes, le cosmisme explore une autre hypothèse qui est celle des liens entre les phénomènes cosmiques et la vie sur Terre. Tchijevski étudie notamment les cycles de l'activité solaire et propose qu'ils puissent influencer certains phénomènes biologiques, des comportements collectifs, voire des périodes de tension ou de mutation historiques. Si plusieurs de ces hypothèses restent discutées ou controversées, elles s'inscrivent néanmoins dans une intuition cosmiste cohérente, à savoir que la vie ne peut pas être pensée comme totalement isolée de son environnement cosmique. Ce qui unit ces figures n'est pas une théorie unique, ni un programme commun. Le cosmisme, à ce stade, est avant tout une manière de poser certaines questions. À quelle échelle penser l'humanité ? Quel rôle attribuer à la science ? Comment inscrire l'intelligence humaine dans les processus naturels, planétaires et potentiellement cosmiques ?
Ce cadre intellectuel va ensuite connaître des destins contrastés, appropriation, oubli, simplification et parfois instrumentalisation. Et c'est seulement plus tard, bien plus tard, que ces idées vont trouver un terrain d'expression privilégié, à savoir l'imaginaire de la science-fiction. On y arrive, on y arrive. Tout doucement, mais on y arrive. Mais pas tout de suite. Au début du XXe siècle, le cosmisme n'est pas un mouvement dominant. Il ne dispose ni d'institutions propres, ni d'écoles officielles, ni de programmes politiques unifiés. Ces idées circulent de manière diffuse dans des cercles scientifiques, dans des échanges intellectuels et dans des textes parfois marginaux ou difficilement accessibles. Cette situation va profondément évoluer avec les bouleversements historiques majeurs du siècle. La révolution russe de 1917 marque un tournant décisif. Le nouveau pouvoir soviétique promeut une vision matérialiste, scientifique et tournée vers l'avenir. Certains éléments du cosmisme s'accordent avec cette orientation, la foi dans la science, l'idée de transformation de l'humain ou encore la projection de l'humanité vers un avenir lointain. D'autres, en revanche, sont incompatibles comme les dimensions spirituelles, les références religieuses et la métaphysique de la résurrection chez Fiodorov. Le cosmisme va donc être partiellement récupéré, partiellement occulté. Dans le contexte soviétique, certaines figures sont mises en avant, Tsiolkovsky pour son apport scientifique et Vernadsky pour sa vision systémique et matérialiste. Leurs idées sont intégrées dans un récit de progrès technique et de conquête spatiale. A l'inverse, Fiodorov est largement mis à l'écart. Sa pensée est jugée trop religieuse, trop spéculative et trop éloignée du matérialisme officiel. Le cosmisme devient alors un héritage fragmenté, transmis de façon inégale. Avec le lancement de Spoutnik en 1957, puis le vol de Youri Gagarin, l'espace devient un symbole central de l'identité soviétique. La conquête spatiale est présentée comme la preuve de la supériorité scientifique, l'accomplissement d'un destin historique et l'entrée de l'humanité dans une nouvelle ère. Dans ce récit officiel, les racines philosophiques du cosmisme sont rarement évoquées, mais elles continuent d'agir en arrière-plan sous une forme transformée et simplifiée. L'idée d'une humanité appelée à dépasser la Terre s'impose alors dans l'imaginaire collectif. Pendant une grande partie du XXe siècle, le cosmisme reste peu connu en dehors des cercles spécialisés. À l'Ouest, il est largement ignoré. En Union soviétique, il est réduit à ses aspects compatibles avec l'idéologie dominante. Ce n'est qu'à la fin du XXe siècle, avec l'ouverture des archives, le renouveau des études philosophiques et l'intérêt croissant pour le transhumanisme et les pensées du futur, que le cosmisme est redécouvert comme un courant à part entière. Des chercheurs, des artistes et des écrivains commencent alors à relire ces textes, à les contextualiser et à en mesurer la portée réelle. Ah, j'avais dit que c'était dense, hein. À ce stade, le cosmisme a changé de statut. Il n'est plus un projet philosophique actif ni un programme scientifique explicite, mais il a diffusé des concepts, posé des questions et préparé un cadre mental. C'est dans ce terrain déjà labouré que la science-fiction va s'engouffrer, non pas comme une continuation directe, mais comme un espace de mise en récit où ces idées pourront être exploitées, critiquées, amplifiées ou détournées. Lorsque la science et la philosophie cessent de pouvoir explorer librement ces idées, c'est l'imaginaire qui prend le relais. Et c'est là que la science-fiction entre en scène. Ah! On y arrive enfin! Lorsque la science-fiction se développe pleinement au XXe siècle, elle ne naît pas d'un vide intellectuel. Elle hérite de questionnements déjà anciens sur le destin de l'humanité, sur le rôle de la science ou encore sur la place de l'intelligence dans l'univers. Le cosmisme russe n'est pas une source directe unique, mais il a contribué à installer un cadre de pensée que la science-fiction va pouvoir explorer librement. Là où la philosophie et la science posent des hypothèses, la science-fiction raconte ce qui pourrait arriver si ces hypothèses devenaient réalité. L'un des points centraux du cosmisme est l'idée que l'humanité n'est pas achevée. Elle est en transformation permanente. La science-fiction reprend massivement cette intuition.
On la retrouve dans les récits de post-humanité, les sociétés futures radicalement différentes de la nôtre, ou encore les humains modifiés par la technologie, l'environnement ou le temps. Chez des auteurs comme Arthur C. Clarke, Isaac Asimov ou plus tard Greg Egan, l'humanité évolue biologiquement et culturellement, parfois jusqu'à devenir méconnaissable. Ce n'est pas une rupture brutale avec le cosmisme, mais une mise en récit de la même question fondamentale, c'est-à-dire que devient l'humain lorsqu'il dépasse ses limites biologiques et planétaires. Dans le cosmisme, quitter la Terre est une perspective à long terme, presque une obligation logique. Dans la science-fiction, cela devient rapidement un point de départ narratif. L'espace n'est plus seulement un objectif scientifique, mais un nouvel espace de vie avec ses sociétés, ses conflits et ses utopies. On le voit dans les grands cycles de space opéra, les récits de colonisation planétaire ou encore les visions d'une humanité disséminée dans la galaxie. La célèbre idée selon laquelle la Terre est le berceau de l'humanité traverse la SF parfois explicitement, parfois de manière diffuse. Elle structure l'imaginaire d'une humanité appelée à se disperser, à se diversifier et à s'adapter. Un autre thème cosmiste central est celui de la victoire sur la mort. Chez Fiodorov, c'est un projet moral et scientifique. Dans la science-fiction, cette idée prend de multiples formes. La résurrection devient clonage, sauvegarde de la conscience, simulation, duplication numérique ou transfert d'esprit. La SF ne reprend pas le projet de Fiodorov tel quel, elle en explore plutôt les conséquences. Que devient l'identité si l'on peut revenir à la vie? Que signifie mourir dans un monde où la mort n'est plus définitive? Quelle valeur prend l'existence lorsqu'elle peut être prolongée indéfiniment? Des auteurs comme Dan Simmons, Ian M. Banks, Alastair Reynolds ou Liu Cixin interrogent ces thèmes avec une grande variété de réponses souvent ambivalentes et parfois inquiétantes. Dans une perspective cosmiste, l'univers n'est pas un simple arrière-plan. Il fait partie du devenir humain. La science-fiction va pleinement s'emparer de cette idée. Le cosmos devient un milieu habité, un système complexe et parfois même un acteur à part entière. Chez Stanislaw Lem, l'univers résiste à la compréhension humaine. Chez Arthur C. Clarke, il est porteur de mystère et d'évolution. Chez Iain M. Banks, il devient l'espace d'expérimentation de sociétés post-rareté. La SF ne se contente plus de raconter des voyages, elle interroge la cohabitation entre intelligence humaine et immensité cosmique. Enfin, un point essentiel relie cosmisme et science-fiction, à savoir la question de la responsabilité. Si l'humanité devient une force capable de transformer sa planète, d'autres mondes, voire des structures à l'échelle cosmique, alors se pose une question morale centrale. Que devons-nous faire de ce pouvoir? Non, parce qu'on fout déjà assez le bordel comme ça sur notre planète. La science-fiction devient alors un espace critique. Elle ne célèbre pas toujours le progrès, elle en montre les dérives, les échecs et les ambiguïtés. En cela, elle prolonge l'interrogation cosmiste, tout en la mettant à distance. Dense, on a dit. Très dense. La science-fiction n'est pas l'héritière directe du cosmisme, mais elle est devenue le lieu où ces questions peuvent être expérimentées librement, sans contrainte idéologique ou scientifique immédiate. Elle permet de tester des futurs possibles, d'explorer les limites du progrès et de donner une forme sensible à des idées abstraites. C'est là que le cosmisme trouve non une application, mais une résonance durable. Le cosmisme n'a jamais été une doctrine dominante, mais il a posé des questions qui, un siècle plus tard, continuent de nourrir notre imaginaire. Et c'est peut-être dans la science-fiction que ces questions trouvent aujourd'hui leur terrain d'expression le plus libre. Un siècle après les premiers textes cosmistes, le monde a profondément changé. Les fusées ne sont plus des hypothèses, les satellites, les stations orbitales et les projets d'exploration spatiale font partie du réel. Pourtant, les grandes questions posées par le cosmisme demeurent. Elles ne se présentent plus sous la forme d'un projet philosophique unifié, mais sous celle de débats contemporains, scientifiques, technologiques et éthiques.
L'une des intuitions centrales de Vernadsky, à savoir que l'humanité est devenue une force géologique, est aujourd'hui largement partagée. Le concept d'anthropocène, discuté en sciences de la Terre, décrit précisément cette situation. Modification du climat, altération des cycles biogéochimiques et transformation massive des écosystèmes. Sans reprendre le vocabulaire cosmiste, les sciences contemporaines confirment une idée fondamentale. L'humanité a désormais un impact global sur la planète. La question n'est plus de savoir si nous transformons la Terre, mais comment et dans quel but. Le transhumanisme contemporain pose des questions étonnamment proches de celles de Fiodorov, la prolongation de la vie, l'augmentation des capacités humaines et la fusion entre humains et technologie. Mais il s'en distingue sur plusieurs points essentiels. Chez Fiodorov, la transformation humaine est un projet collectif et moral orienté vers la répartition de l'histoire. Dans le transhumanisme actuel, les approches sont souvent individualisées, technocentrées et liées à des logiques économiques ou militaires. La continuité est donc partielle. Il s'agit moins d'un héritage direct que d'une réémergence de problématiques similaires dans un autre contexte. Ouais, aussi simple que ça. L'exploration spatiale connaît aujourd'hui un nouvel essor, programme de retour sur la Lune, projet martien ou encore multiplication des acteurs privés. Là encore, certaines idées cosmistes réapparaissent, la Terre comme berceau et l'espace comme prolongement possible de l'humanité. Mais cette expansion est désormais prise dans des enjeux complexes géopolitiques, économiques et écologiques. La question n'est plus seulement pouvons-nous aller dans l'espace, mais pourquoi, pour qui et à quel prix ? Comment casser le délire ? Ouh, casse-délire ! Le cosmisme voyait dans le cosmos une promesse, celle d'un avenir ouvert, d'une humanité réconciliée avec son destin. Notre époque aborde ces perspectives avec plus de prudence. Les limites planétaires, les crises écologiques et les inégalités technologiques imposent une réflexion plus critique. La science-fiction contemporaine reflète ce changement. Futurs ambivalents, utopies fragiles, progrès porteurs de risques autant que d'espoir. Le cosmos n'est plus seulement un espace à conquérir, mais un miroir de nos responsabilités présentes. Si le cosmisme continue d'être étudié, lu et réinterprété aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il fournirait des réponses prêtes à l'emploi. C'est parce qu'il pose, avec une radicalité rare, des questions toujours ouvertes. Quelle est la finalité du progrès scientifique ? L'humanité a-t-elle une responsabilité à long terme envers la vie ? Ou comment penser notre avenir à des échelles qui dépassent une vie humaine, une nation, une planète ? Ces questions n'appartiennent ni au passé, ni à la science-fiction seule. Elles traversent notre présent. Je souffre dans cette vidéo, je souffre, le texte est long. Mais j'ai fait plein de recherches. Le cosmisme n'est ni un programme politique, ni un modèle à suivre tel quel. Il est un outil conceptuel, une invitation à penser plus large, plus loin et plus longtemps. Et c'est peut-être là son héritage le plus durable, nous rappeler que l'avenir de l'humanité ne se joue pas seulement dans l'immédiat, mais dans notre capacité à réfléchir au sens de ce que nous faisons, ici sur Terre et peut-être un jour ailleurs. Le cosmisme n'a jamais été une certitude, mais il reste une question posée à l'humanité. Que voulons-nous devenir à l'échelle du monde et du cosmos ? Ce sujet m'a été proposé en commentaire, merci beaucoup pour cette suggestion. J'ai appris plein de choses pour l'écriture de mon script, c'était passionnant. S'il y a des sujets de ce type qui te passent par la tête, je te propose de les mettre en commentaire pour que je les ajoute sur la liste. À venir, une vidéo sur Robert Silverberg, qui m'a été demandée en commentaire également, puis une chronique sur un livre, je garde la surprise, et enfin une vidéo sur Von Vogt qui m'a aussi été demandée en commentaire. Ça montre bien que je lis tous les commentaires et que j'en tiens bien compte. Donc n'hésite pas à en laisser un si tu as une idée de sujet à proposer. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche, à liker, commenter et partager cette Nixception si elle t'a plu. À tous les Nixonautes, je vous souhaite une très belle fin d'année, belle fête et bon début d'année 2026. On se revoit l'an prochain. Prends bien soin de toi, de tes proches et n'oublie pas d'explorer de nouveaux horizons avec la science-fiction.
Can you prove that it didn't happen?